en termes de possibilités d'émancipation pour des peuples qui ont été absolument asservis au cours de cette période. Et donc une vague d'espoir extraordinaire et aussi une responsabilité tout aussi importante dans un contexte qui est particulièrement dur, voire impossible à subvertir, parce que moi je le vois au Sénégal, le niveau de violence qui immédiatement s'est appliqué sur les autorités nouvellement en place de la part des institutions internationales et du pouvoir économique et financier pour s'assurer qu'il y ait une continuité des politiques adoptées jusqu'ici, avec notamment tout de suite une pression financière qui a amené à la signature d'un accord avec le FMI, mais auparavant à la souscription d'un certain nombre d'instruments financiers avec l'aide de JP Morgan, si je me trompe pas, qui est particulièrement inquiétante et révélatrice de la faiblesse des marges de manœuvre qui sont à disposition du nouveau pouvoir. C'est quoi le rapport du FMI, excusez-moi? De FMI, en fait, on est dans une dialectique assez particulière entre les autorités sénégalaises et le FMI aujourd'hui, où les autorités sénégalaises cherchent à maintenir un lien avec cette institution. On fait le choix de ne pas rompre avec ces institutions néocoloniales, mais du coup sont soumises à un certain nombre de prescriptions imposées par ces instances. Et Ça sera toujours comme ça. En échange de l'argent qu'on vous donne, bien sûr, Fonds monétaire international, vous devez nous donner quelque chose en échange. Bon, est-ce que derrière, il n'avait pas le choix? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres partenaires? Je ne sais pas. qui les ont amenés notamment après avoir fait un audit sur l'état réel des finances publiques, à énoncer un certain nombre d'admissions quant aux difficultés en termes de finances publiques, tout simplement, et à devoir adopter des mesures qui les empêchent en fait d'investir aujourd'hui dans les éléments fondamentaux qui permettraient à leur économie de se développer. C'est-à-dire que il n'y a à ce stade aucune mesure réelle qui n'a été prise pour développer l'industrie de la pêche nationale, pour investir dans la recherche et l'éducation, pour investir dans le secteur énergétique, notamment des énergies renouvelables qui sont une source d'autant plus importante qu'il y a une électrification partielle qui a beaucoup qui s'est beaucoup accélérée ces dernières années, et qui, avec justement le surplus de capacité de production de solaire en Chine, par exemple, permettrait de récupérer à bas coût des capacités de production qui seraient relativement décentralisées et permettrait justement à tout l'arrière-pays de se développer de façon relativement autonome par rapport au flux de la mondialisation, à la fois en termes agricoles, mais aussi éventuellement à terme industriel. Et tout ce travail n'est pas mené parce que on cherche à les tenir étouffés sous la contrainte financière immédiate. Il ne faut pas se tromper sur le jeu de dupes que proposent ces institutions, c'est-à-dire avec des conditions apparemment alléchantes en termes de financement et ainsi de suite, c'est empêcher de dégager des marges qui permettraient en fait un véritable développement sur le moyen et le long terme. Donc cet asservissement, je ne vois pas de rupture aujourd'hui avec celui-ci et de façon. Donc en fait, ce qui nous explique très clairement, c'est que eux, ils ont fait le choix. Parce que, je vais vous rappeler une chose, c'est que M. Juan Braco, c'est l'avocat. Il a été l'avocat de Diomaye Faye et de Ousmane Sonko. Donc il les connaît très bien. Il a discuté avec eux. Il était avocat pour Ousmane Sonko quand, vous savez, Ousmane Sonko était encore cloîtré dans sa maison. Voilà, parce que c'était comme ça. On l'avait enfermé dans sa maison. Donc, voilà. Et donc, ils ont eu discuté ensemble, ils ont travaillé ensemble. Et ce qu'il vient de nous dire, c'est, vu qu'il connaît le personnage, ils nous disent, ont pris le choix de continuer à... Comment dire? De continuer à... Mais c'est fou. C'est-à-dire de continuer à suivre le maître, c'est-à-dire le FMI et tous ceux qui financent ces institutions-là. Donc, on parle de la Goldman Sachs, donc les grands fonds qui ne sont bien sûr pas pour l'émancipation du Sénégal. Et donc, que, comment dire, sciemment, ils ont pris des décisions à court terme qui ne vont vraiment pas dans la logique du développement du pays. C'est-à-dire développer la pêche, développer l'énergie, l'éducation, tous ces secteurs-là. Et bref, c'est pas que c'est lamentable ou quoi que ce soit. Ça l'est, bien sûr. Désolant parce que c'est un mouvement de jeunes qui sont venus avec beaucoup d'espoir. Qui risque de déstabiliser aussi
déstabilisé dans le sens où ils ont fait miroiter à beaucoup de personnes un idéal qui, qui en tout cas, ne laisse pas, pour l'instant, qui ne fait pas ses preuves, quoi. Si des personnes comme lui font la lecture selon laquelle les actes qu'il pose ne sont pas les meilleurs, tout en les connaissant, et moi j'ai confiance en Juan Branco, avocat qui est, voilà, je l'ai écouté plusieurs fois il a été attaqué, plusieurs fois aussi, donc c'est quelqu'un qui a reçu des coups, qui connaît la scène politique, qui est aussi lui-même, il a grandi, fait partie de l'élite, il le dit lui-même, donc il connaît bien comment la roue tourne, comment ça marche, etc. S'il le dit, pas fondamentalement, je le crois, mais je ne vais pas à l'encontre de ce qu'il dit, quoi. De façon générale, la contrainte est telle que j'étais très marqué de voir le président du Sénégal venir à 2 reprises à Paris dans les mois qui ont suivi sa prise de pouvoir et s'afficher avec un Emmanuel Macron souriant à la porte de l'Élysée, après avoir été reçu au Quai d'Orsay dans des conditions qui m'apparaissent parfaitement indignes, et sans prendre des mesures de rupture qui étaient pourtant promises et annoncées de longue date, de sorte que, y compris le Tchad, qui est quand même un régime en partie vassalisé à l'égard de la France-Afrique, a pu annoncer plutôt que le Sénégal le retrait des troupes françaises de son territoire. J'ai été très frappé par les images du président de la République reçu dans un petit salon du Quai d'Orsay où j'avais eu à exercer quand j'étais conseiller du ministre, à un niveau qui était insultant en fait à l'égard de ses fonctions et de son importance, avec dans mon souvenir un directeur d'administration à la même table que le président de l'État sénégalais dans cette salle qui a été qui est en fait une salle d'apparat, une salle à coucher à côté des parce que l'hôtel du ministre du Quai d'Orsay, pour l'anecdote, avait été construit au XIXe siècle pour recevoir les dignitaires étrangers qui étaient à l'époque principalement des monarques. Et donc, c'était construit comme un palais. Donc, je me souviens, on n'était que 4 à y avoir accès lorsque j'étais au Quai d'Orsay. Donc, je passais des soirées à me balader. Il y a une chambre d'eau tout en argent, une autre chambre d'eau tout en or, et des salles un peu comme ça, où il y a des lits, et ainsi de suite. Et c'est dans l'une de ces salles qu'a été reçu le président du Sénégal, qui n'aurait même pas dû être reçu au niveau ministériel. C'est-à-dire que déjà, le simple fait d'être reçu au niveau ministériel était quelque chose. Et donc là, ce qu'on voit, c'est l'influence d'un appareil diplomatique sénégalais traditionnel, asservi, qui a prolongé les dynamiques de l'ancien régime, et qui, quelque part, a mis dans cet étau l'autorité politique sénégalaise nouvelle, qui est censée incarner la rupture et qui n'a pas pu incarner la rupture par défaut de préparation et d'ajustement de l'appareil étatique à l'égard de cette nouvelle donne. Et cela donne, en fait, des scènes qui sont inacceptables et, à mon sens, humiliantes. Et donc, ces ruptures-là, qui ne sont pas mises en œuvre à court terme parce que les contraintes justement, d'un système encore persistant sont tellement puissantes, eh bien risque d'obérer la capacité de long terme de ce pouvoir à émanciper son peuple et à honorer ses promesses. Et donc il y a une inquiétude évidemment à cet égard, mais aussi une leçon quant aux difficultés qu'il y a à véritablement provoquer une rupture lorsque l'on fait partie d'une région du monde qui était des plus exploitées, des plus soumises à cet ordre économique, de sorte que même la France aujourd'hui, qui est quand même la 8e puissance mondiale, se soumet largement au diktat non seulement financier, mais de l'empire états-unien. Alors imaginez-vous le courage qu'il faut, lorsque l'on est un État du Sahel, à prendre ce chemin qui nécessairement va passer par une mise en danger d'un certain nombre d'intérêts nationaux, mais aussi plus généralement de sa population. C'est-à-dire que c'est un risque que vous prenez alors que vous n'êtes pas certain de pouvoir l'emporter. Et on l'a vu, le prix payé par les populations maliennes, du Burkina Faso et ainsi de suite est immense, du fait d'une tentative d'émancipation qui peut à tout moment encore échouer et pour laquelle beaucoup de personnes ont intérêt à ce qu'elle échoue parce qu'ils ne veulent pas de contamination aux autres États africains. Ils ne veulent pas que cela soit un signal envoyé comme quoi ce serait... Bref, vous l'aurez compris, comment on dit, le coup de génie qui a été